Alors, bonjour à toutes et à tous, ici à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, ainsi que à la maison. Donc, j'espère que vous m'entendez bien à la maison. Bienvenue à cette deuxième activité du cycle de conférences Les matinées de la justice du CRDP. Mon nom est Nicolas Vermez, je suis le directeur du Centre de recherche en droit public. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. La présentation d'aujourd'hui s'intitule « Le statut des entités non humaines en éthique de l'environnement, des fondements moraux vers une reconnaissance juridique », activité que nous avons organisée en collaboration avec le Centre de recherche en éthique, communément connu sous l'acronyme CRE, et donc je remercie ses membres. Nous avons le plaisir d'accueillir deux conférenciers, ou en fait un conférencier et un répondant. Notre conférencier de la journée sera Antoine Dussault. Le professeur Dussault enseigne la philosophie au Collège Lionel Groulx. Il est membre et co-directeur de l'axe éthique environnementale et animale du Centre de recherche en éthique et professeur associé au Centre interuniversitaire de la recherche sur la science et la technologie, le CIRST. Son répondant sera mon collègue et ami, le professeur Hugo Tremblay. Professeur Tremblay est professeur ici à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en droit public. Et donc, sans plus tarder, je vais céder la parole au conférencier et je vous souhaite évidemment une excellente matinée. Les éléments théoriques qui ont été développés en éthique de l'environnement pour penser le statut moral des entités non humaines. Donc, mon plan pour aujourd'hui, quelques distinctions de base. Ensuite, je vais parler brièvement de trois approches qui étendent le statut moral à des entités non humaines, le pathocentrisme, le biocentrisme, l'écocentrisme. Je vais aussi m'arrêter sur quelques enjeux qui sont soulevés par chacune de ces approches-là. Donc, tout d'abord, les distinctions de base, des concepts de base d'éthique de l'environnement. En éthique de l'environnement, depuis les débuts de la discipline, une distinction centrale qui divise les autrices et les auteurs qui défendent diverses positions en éthique de l'environnement, c'est la division entre les positions anthropocentristes et les positions non anthropocentristes. Donc, pour les positions anthropocentristes sont, disons, en continuité avec les éthiques occidentales traditionnelles qui vont considérer que les devoirs des agents moraux sont des devoirs de protéger l'environnement, mais lorsqu'ils impliquent des devoirs de protéger l'environnement, c'est toujours des devoirs qui découlent de ce qu'on doit aux autres êtres humains. Donc, on a ici une éthique, on a des cadres éthiques qui sont centrés sur le bien des humains et c'est dans la mesure où nos impacts sur l'environnement affectent des entités humaines, des êtres humains, que ces actions-là soulèvent des enjeux éthiques. Et les positions non anthropocentristes sont celles qui visent à rompre avec ce cadre anthropocentriste standard en éthique de l'environnement et qui va envisager la possibilité que nous ayons c'est-à-dire nous, les agents moraux, et des devoirs envers d'autres entités que les humains. Et là, diverses approches possibles sont les approches qui vont dire nous avons des devoirs envers les animaux sentients, certaines approches vont ratisser encore plus large et dire que les agents moraux ont des devoirs envers tous les êtres vivants individuels, et certaines approches vont adopter des postures plus holistes et vont faire valoir que les agents moraux ont des devoirs envers des entités plus holistiques comme les communautés biotiques, les écosystèmes, les espèces, éventuellement la biosphère dans son entièreté. Un article classique. Donc, moi, je m'intéresse à ces questions-là telles qu'elles se posent en éthique de l'environnement, mais il me semble y avoir clairement une résonance avec certaines questions dans le domaine du droit sur la personnalité juridique à éventuellement accorder aux entités non humaines un impact assez large en éthique de l'environnement. Cet article de Christopher Stone, publié en 1972, « Should Trees Have Standing », où justement cette question-là d'élargir la personnalité juridique à des entités non humaines est abordée. Donc, je vais y revenir. Là, je vais citer tout à l'heure un passage de cet article-là, parce que déjà dans l'article de Christopher Stone, il y a au moins un des enjeux qui a été fortement discuté en éthique de l'environnement qui était soulevé dans une note en bas de page. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure.
Donc, pour bien cerner la distinction entre les approches anthropocentrées et non anthropocentrées en éthique de l'environnement, il nous faut une autre distinction de base qui est la distinction qu'on fait en éthique de l'environnement entre la valeur instrumentale, la valeur qu'une chose ou un être possède en fonction de son utilité. Donc, cette chose-là, on va dire que on a des devoirs de la promouvoir ou de la respecter, mais en fait, ça va être simplement en vertu de l'utilité qu'elle a pour d'autres êtres. Et la valeur intrinsèque, valeur non instrumentale. Donc là, il y a des distinctions conceptuelles. Des fois, on entend en éthique valeur intrinsèque en d'autres sens. Le sens qui est pertinent pour l'éthique de l'environnement, c'est le sens qui s'oppose directement à la notion de valeur instrumentale. Donc, la valeur qu'une chose aurait ou qu'un être aurait, indépendamment de son utilité pour d'autres êtres, la valeur qu'une chose possède en tant que fin en soi, donc, et non pas en tant que moyen pour servir les fins de d'autres êtres. Donc, fin en soi, au sens où on le retrouve, grosso modo, dans l'éthique kantienne. Un concept qui est synonyme, ou du moins partiellement synonyme de cette notion-là de fin en soi, de valeur non instrumentale au sens de fin en soi, c'est le concept de considérabilité morale ou de statut moral. Donc, ça, c'est un concept qui désigne les êtres qui, justement, envers lesquels les agents moraux ont des devoirs d'un point de vue éthique. Donc, une fois qu'on a cette distinction-là en tête, là, on peut préciser le sens de anthropocentrisme et non-anthropocentrisme. Donc, une position anthropocentriste en éthique de l'environnement est une position qui va dire seul l'être humain a une valeur intrinsèque. Donc, les autres valeurs sont les autres choses qui ont de la valeur en ont en vertu de leur utilité pour les êtres humains. Et les postures non-anthropocentristes vont reconnaître que d'autres êtres que les humains ont une valeur non instrumentale, une valeur intrinsèque au sens qui est présenté ici, et éventuellement une considérabilité morale. Donc, une fois qu'on a ces distinctions-là en tête, on peut faire une autre distinction qui me semble assez importante et je vais avoir hâte d'entendre les choses qu'Hugo va avoir à dire sur cette distinction-là à propos et les liens à faire avec la notion de personnalité juridique. C'est qu'en éthique de l'environnement, on en est venu assez rapidement à faire la distinction entre le concept classique en éthique d'agent moral, c'est un être qui est capable d'agir moralement, donc on peut tenir responsable de ses actes, et le concept de patient moral, un être envers lesquels ou au regard duquel ou desquels les agents moraux ont des devoirs. Donc, l'importance de cette distinction-là, ça consiste à rendre possible la formulation de l'idée selon laquelle certains êtres peuvent mériter une considération morale, on peut les reconnaître comme étant des faits en soi, comme ayant une valeur non instrumentale, sans que ces êtres-là, sans qu'il soit nécessaire que ces êtres-là soient capables de réciproquer, c'est-à-dire d'assumer une responsabilité envers d'autres agents moraux. Ou d'autres patients moraux. Donc, l'idée de faire la distinction entre ces deux choses, entre ces deux concepts-là, c'est précisément de, disons, mettre de côté certaines objections du type les animaux non humains ou les plantes ou les écosystèmes ne peuvent pas avoir de droit au sens moral puisqu'ils ne peuvent pas avoir de devoir. Bien, ici, si on prend en compte cette distinction-là, on voit qu'il n'y a pas de lien d'implication entre les deux, c'est-à-dire qu'un être peut tout à fait être un patient moral sans être un agent moral, ou en tout cas, si on veut défendre que ce n'est pas possible, bien, il faut fournir un argument parce que c'est ces deux concepts qui sont distincts. Donc, une fois qu'on a cette distinction-là, on peut définir un autre concept qui est le concept de la communauté morale, c'est-à-dire l'ensemble des patients moraux, c'est-à-dire l'ensemble des êtres envers lesquels les agents moraux ont des devoirs. Et là, encore une fois, qu'est-ce que c'est l'anthropocentrisme? Ça va être une conception selon laquelle seul l'être humain est un patient moral. Donc, l'anthropocentrisme est une position, est une conception à propos de quels sont les patients moraux et non pas une prise de position à propos de quels sont les agents moraux. Et même chose pour le non-anthropocentrisme. L'anthropocentrisme est une position selon laquelle il n'y a pas seulement que les humains qui sont des patients moraux et cette affirmation-là peut être faite indépendamment de la question de savoir si d'autres êtres que des humains peuvent être des agents moraux. Donc, une autre manière, une manière de résumer ce que je viens de dire, c'est à propos de la relation entre la classe des agents moraux et la classe des patients moraux, c'est qu'une fois qu'on a bien distingué les concepts, mais on voit qu'a priori, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a une coextensivité entre les deux classes. La classe des agents moraux et celle des patients moraux ne sont pas nécessairement coextensives. Et donc, il est possible de faire valoir que l'ensemble des patients moraux est un ensemble beaucoup plus large que l'ensemble des agents moraux, puisque certains patients moraux, clairement, ne peuvent pas assumer de devoirs ou de responsabilités envers d'autres êtres. Un argument contre l'anthropocentrisme, un argument classique qu'on trouve en éthique de l'environnement, ce n'est pas évident
de faire des arguments sur ce qui a une valeur intrinsèque parce que c'est difficile de voir sur la base de quelles prémices on pourrait s'appuyer pour formuler des arguments comme ceux-là. Donc, souvent, les arguments vont prendre la forme d'une expérience de pensée comme l'expérience classique du dernier être humain qui a été présentée par Richard Sylvan. Donc, Sylvan nous propose une sorte de mise en situation. Il dit, imaginons le dernier humain qui est condamné à mourir à cause d'une épidémie affectant les humains. Donc, après sa mort, il n'y aura plus d'être humain. Et là, avant de mourir, pour le plaisir, il entreprend de tout détruire ce qui existe de nature, de vivant, de processus écologiques sur Terre. Et là, l'enjeu, c'est qu'il n'y aura pas d'humain par définition, par hypothèse, il n'y aura pas d'humain après lui pour contempler ou utiliser la nature. Il n'y aura pas d'humain qui va être affecté par ses actions. Et là, Sylvan pose la question, est-ce que c'est mal de faire quelque chose comme ça? Et l'idée de Sylvan, quand il présente cette expérience de pensée-là, c'est que son impression, c'est que ça va susciter en nous l'intuition selon laquelle il y a quelque chose de mal à faire quelque chose comme ça, même s'il n'y a pas d'humains qui vont être affectés par ces actions. Ici, c'est le cas. Sylvan fait valoir que ça veut dire que notre intuition, même si on a toujours été habitué à penser qu'on est des anthropocentristes, notre intuition ici nous révèle que nous ne sommes pas prêts à assumer jusqu'au bout notre anthropocentrisme, puisque la seule manière de justifier notre intuition, ce serait de reconnaître, ou en tout cas c'est ce que fait valoir Sylvan, ce serait de reconnaître qu'il y a des choses qui ont une valeur indépendante de ce à quoi elles servent aux êtres humains, et donc une valeur non instrumentale. Quelques variétés de non-anthropocentrisme, donc je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Pathocentrisme, position qui va dire tous les êtres sentients, grosso modo, être capables d'expériences subjectives et eux seuls ont une valeur intrinsèque ou méritent la considérabilité morale. Biocentrisme va élargir ce statut-là à tous les êtres vivants individuels, donc tous les êtres vivants individuels et eux seuls ont une valeur intrinsèque. Et là, souvent, pour faire court, au lieu de répéter toujours être vivant individuel, on va dire toutes les plantes, mais en fait, on sait qu'au plan biologique, c'est plus large que ça parce qu'il y a aussi le règne des mycètes et il y a certains animaux qui ne sont pas sentients et donc qui sont des êtres vivants individuels non sentients pris en compte par le biocentrisme mais qui ne sont pas pris en compte par le pathocentrisme. Et l'écocentrisme, ça va être une approche qui va se distinguer de ces deux-là sous un autre rapport, c'est-à-dire que biocentrisme et pathocentrisme sont des approches individualistes. Elles vont dire les devoirs des agents moraux sont des devoirs envers des individus, alors que l'écocentrisme va dire nos devoirs envers les entités non sentientes du moins sont des devoirs davantage envers des tout écologiques comme les espèces, les écosystèmes, la biosphère, et non pas des devoirs que les agents moraux ont envers tous les êtres vivants individuels. Ce qu'on cherche à protéger d'un point de vue d'éthique de l'environnement, ce n'est pas chaque plante individuelle, c'est le fonctionnement des écosystèmes et ce fonctionnement-là requiert évidemment que plusieurs individus pâtissent, ou du moins au sens où, on le verra tout à l'heure, au sens où les biocentristes veulent dire que même des êtres sentients peuvent subir des torts. Donc, un petit tableau qui résume là, ces trois positions-là non anthropocentristes en éthique de l'environnement et qui les classifie, disons, pour bien faire ressortir les points de distinction entre elles. Sentience nécessaire pour être patient moral, donc ça va être le pathocentrisme. Sentience qui n'est pas nécessaire pour être patient moral, mais là, on a deux positions, biocentrisme, écocentrisme. Et biocentrisme et écocentrisme se distinguent sous un autre rapport, c'est-à-dire que le biocentrisme adopte une posture individualiste. Seuls les individus ont une valeur intrinsèque ou méritent la considérabilité morale. Et l'écocentrisme adopte une posture holiste. Ce sont les tout écologiques qui méritent une considération morale. Évidemment, il n'y a rien à l'intersection de sentience nécessaire pour être patient moral et holisme, puisque disons, à notre connaissance ou sur la base de la meilleure science dont on dispose, il n'existe pas de tout écologique qui ont des états mentaux. Donc, il ne peut pas y avoir une posture comme celle-là. Donc, maintenant, quelques éléments un peu plus spécifiques à propos de chacune des postures non anthropocentristes en éthique de l'environnement. D'abord, le pathocentrisme. Donc, comment on formule un argument en faveur du pathocentrisme? Il y a plusieurs voies. Une voie qui est
disons, assez fructueuse et aussi assez simple à présenter dans une présentation là, qui n'est pas très longue comme celle que je vise à faire aujourd'hui, c'est d'adopter comme point de départ l'éthique déontologiste de Kant, dans laquelle on a l'idée que certains êtres doivent être reconnus comme des fins en soi. Dans l'éthique de Kant, c'est les humains et exclusivement les humains. En mobilisant certains éléments théoriques de l'éthique de Kant, on peut formuler un argument extensionniste, c'est-à-dire un argument qui va dire si on suit ces prémices-là jusqu'au bout, on a des raisons de penser que la reconnaissance de la considérabilité morale doit aller au-delà de l'être humain. Donc, deux principes fondamentaux. Évidemment, c'est très résumé ici. Mon but, ce n'est pas de faire une présentation détaillée des ramifications argumentatives de l'éthique de Kant. Principe d'universalité. Si un devoir existe envers une personne, il existe envers toutes les personnes, donc un principe d'impartialité, un principe qui dit il ne faut pas faire de jugement de faveur. Donc, par exemple, si on avait une norme qui est formulée de manière à exclure arbitrairement un certain sous-groupe, cette norme-là ne serait pas acceptable en vertu de ce principe d'universalité. Donc, on peut le formuler aussi en termes d'un principe d'égale considération des intérêts, c'est-à-dire que si des êtres ont des intérêts semblables, ces intérêts semblables doivent être traités de manière semblable et sinon, il y a quelque chose d'arbitraire dans les règles qu'on formule. Et deuxième principe de respect de la personne humaine, de sa dignité, principe de non-instrumentalisation. Et ici, on retrouve l'idée de traiter certains êtres comme des fins en soi. Et là, ici, j'ai écrit principe de respect de la personne, mais chez Kant, c'est assez clair que ce qui est en tête, c'est de la personne humaine. Il faut traiter l'humanité chez autrui aussi comme une fin et non pas simplement comme un moyen. Donc, le principe de non-instrumentalisation. Et là, ce qu'on trouve souvent chez les défenseurs et défenseuses du pathocentrisme, c'est un argument qui va s'appuyer sur des éléments comme ceux-là, mais pour montrer qu'il y a une incohérence dans la manière de les appliquer. Et si on se débarrasse de l'incohérence, on se retrouve à devoir reconnaître une considérabilité morale à tous les animaux sentients. Donc, grosso modo, comment peut fonctionner l'argument? Une version de l'argument, version très résumée d'un argument qu'on trouve chez Tom Regan, qui est un des défenseurs importants des droits des animaux. Selon Kant, donc, qui sont les personnes? Donc, à l'égard de qui s'applique le principe de non-instrumentalisation? Kant va nous dire tout être rationnel, et c'est parce que cette capacité-là est exclusive à l'être humain que seuls les humains méritent d'être traités comme des fins en soi. Et là, évidemment, il y a des concepts sur lesquels il faudrait dire beaucoup plus pour rendre parfaitement justice à l'éthique de Kant, mais grosso modo, les êtres rationnels, c'est-à-dire les êtres qui sont autonomes, un être qui est capable de se donner lui-même des buts, des fins, indépendamment de ses instincts, agentivité morale, capable de se demander ce qui est moralement correct et incorrect, d'agir en fonction de ce qu'il ou elle juge correct ou incorrect. Donc, ici, capacité à la responsabilité, à réciproquer, à être finalement capable de aussi agir en fonction de devoirs que cet être-là aurait envers d'autres êtres. Et évidemment, si on adopte ces critères-là, on se retrouve avec une coextensivité entre la classe des patients moraux et la classe des agents moraux. Dans le fond, l'argument de Regan va consister à dire qu'il y a une incohérence dans cette manière d'appliquer les choses parce que, en fait, il y a une incohérence avec le principe d'impartialité qui a été présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que Kant ne respecte pas son propre principe d'égalité ou d'impartialité. Le critère de rationalité adopté par Kant fait reposer la valeur intrinsèque sur des capacités, capacité à se donner des buts, capacité à la réciprocité morale, capable de se donner des buts indépendamment des instincts, etc. Et là, ici, l'idée, c'est de dire que c'est équivalent à faire une sorte de discrimination, c'est-à-dire à isoler un sous-groupe qui mérite un statut spécial, mais en fonction de critères dont ce n'est pas évident pourquoi ces critères-là, plutôt que d'autres, devraient servir à faire une classe à part. Et un argument, disons, indirect pour, disons, rendre plus palpable l'incohérence, ça consiste à remarquer que de toute manière, ce principe, ce critère-là de rationalité, mais ce n'est pas vrai qu'on l'applique qu'on l'applique de manière stricte, puisque, en général, on va reconnaître une valeur, on va reconnaître comme des faits en soi des êtres qui n'ont pas ces capacités-là. Les jeunes enfants, vieillards séniles, personnes ayant des retards mentaux vont être reconnus comme des patients moraux, même si c'est, au moins dans certains cas, ce n'est pas des êtres qui
sont des agents moraux qui peuvent assumer une responsabilité envers les autres. Donc, déjà, d'emblée, elle est admise tacitement à la non-coextensivité entre la classe des patients moraux et la classe des agents moraux. Et ça permet de rendre encore plus palpable l'idée qu'il y a quelque chose d'arbitraire dans le fait de faire reposer l'appartenance à la communauté morale sur des capacités. Okay. Donc j'en étais à ce que propose Regan comme meilleur critère selon lui, c'est le critère d'être sujet d'une vie. Donc, en quel sens ce critère-là serait moins arbitraire? C'est que dans le fond, son idée, c'est de dire, allons voir qu'est-ce que c'est la condition minimale pour que l'idée qu'un être ait des intérêts ait un sens. Et pour Regan, pour que ça ait du sens d'affirmer qu'un être ait des intérêts, bien, cet être-là doit être capable d'apprécier ou non la situation dans laquelle il se trouve. Et la notion d'être sujet d'une vie, donc ici, ce n'est pas seulement être vivant, c'est être sujet d'une vie. Donc, la notion de sujet ici rejoint la notion de subjectivité. Ça prend un être qui a la subjectivité nécessaire pour pouvoir adopter une sorte de posture à l'égard des situations qu'il ou elle vit. Donc, apprécier ou non la situation dans laquelle il ou elle se trouve. Et là, c'est en ce sens-là qu'on se retrouve avec une position pathocentriste, puisque seuls les êtres qui ont le type d'états mentaux qui permettent de vivre une situation comme une situation positive ou négative, agréable ou désagréable, sont des êtres envers lesquels on est susceptible d'avoir des devoirs, c'est-à-dire sont des êtres qui ont un bien propre au sens, un sens qui est nécessaire pour que la notion de l'idée même de leur faire du tort ou d'agir d'une manière qui leur est bénéfique puisse avoir un sens. Donc, principales objections à la posture pathocentriste, disons, en transition vers les autres positions. Comment savoir ce qui est dans l'intérêt d'un animal non humain? Donc, il y a un enjeu épistémique de comment on va faire exactement pour identifier ce qui est bon ou mauvais pour un être qui est, dans une certaine mesure, différent d'un être humain, dans quelle mesure on peut faire des inférences sur la base de ce qu'on sait qui est bon pour nous et inférer des choses à propos de ce qui est bon pour un animal non humain. Ça ne me semble pas être le problème le plus sérieux. À mon avis, le problème le plus sérieux, et là, j'ai des débats assez animés avec mes amis pathocentristes, c'est ça concerne l'argument de la prédation. C'est l'éthique animale implique-t-elle un devoir d'abolir la prédation dans la nature? Parce que, dans le fond, si le fondement de l'éthique pathocentriste, c'est de dire que les torts que subissent les animaux non humains sont des torts qu'on devrait éviter, ces torts-là peuvent être causés par des humains, mais aussi par des agents non humains et éventuellement même par des phénomènes purement naturels. Donc, est-ce que ça implique qu'en tant qu'agent moraux, les humains ont des devoirs d'intervenir pour prévenir ces torts-là qui sont causés aux animaux non humains, un peu de la même manière que dans les éthiques habituelles, on va penser qu'un agent moral a non seulement des devoirs de ne pas faire de tort à autrui, mais aussi d'intervenir pour prévenir des torts à autrui qui seraient causés par un tiers. Donc, à mon avis, une épine au pied importante des positions pathocentristes, c'est celle-là. Évidemment, il y a de la littérature, il y a des discussions, mais il y a une objection, disons, qui nécessite d'être discutée. Maintenant, la position biocentriste, donc qui va élargir davantage par rapport aux pathocentristes. Faudrait-il pousser l'extension de la communauté morale plus loin et envisager que les plantes, ici c'est, pour dire succinctement, les êtres vivants non sentients, ont des intérêts en un sens qui est moralement pertinent? Quelque chose peut-il être bon pour une plante elle-même, pour un être non sentient, donc un être qui, par définition, ne peut pas avoir une posture subjective à l'égard de la situation dans laquelle il se trouve. Est-ce qu'il y a quand même un sens à dire que quelque chose peut être bon ou mauvais pour un être comme celui-là, qui serait la condition de base pour ensuite envisager qu'on ait des devoirs envers les êtres non sentients? Donc, les biocentristes affirment que oui, c'est la posture biocentriste et que les agents moraux ont par conséquent des devoirs envers les êtres non sentients. Et là, l'enjeu, ça va être d'expliquer en quel sens un être qui n'a pas d'état mental, qui ne peut pas apprécier subjectivement ou non la situation dans laquelle il se trouve, puisse néanmoins subir des torts à un sens qui est pertinent d'un point de vue éthique. Un défenseur important de la position biocentriste, c'est Paul Taylor.
Et un de ces arguments, ça va être l'argument de la nécessité de faire un contraste entre le bien subjectif d'un être et le bien objectif d'un être. Et donc, le bien subjectif, c'est ce qu'un être désire subjectivement. Et là, évidemment, pour avoir un bien subjectif, il faut avoir une subjectivité. Le bien objectif, c'est ce qui est bon pour un être. Et là, Taylor va essayer de faire valoir qu'il n'y a pas toujours une identité entre les deux. Et il va essayer, sur la base de ça, d'argumenter que, par conséquent, des êtres qui ne peuvent pas avoir de bien au sens subjectif peuvent néanmoins avoir un bien au sens objectif. Et donc, que des êtres n'ayant pas la subjectivité peuvent subir des torts à un sens qui est moralement pertinent. Donc, quelques exemples pour faire ressortir cette idée-là d'une non-identité entre les deux et de la nécessité de focaliser la définition, de centrer la définition de nos devoirs sur le bien objectif des êtres et non pas leur bien subjectif. On désire parfois des choses qui sont mauvaises pour nous. Une personne toxicomane qui désire ardemment sa prochaine dose, bien, évidemment, ça semble assez clair que même si c'est ce qu'elle désire, ce n'est pas ce qui est bon pour elle. Parfois, certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour nous sans qu'on le sache. Si je suis endormi au moment où ma maison est en feu, bien, je n'ai pas le désir de sortir. Je n'ai pas donc un intérêt au sens subjectif à sortir. Je ne prends pas intérêt à l'idée de sortir de la maison, mais néanmoins, il est dans mon intérêt de sortir de la maison. Donc, Taylor va faire valoir sur la base de considérations comme celle-là que la conscience n'est pas nécessaire pour avoir des intérêts, puisque même dans le cas des êtres qui ont une subjectivité, leurs intérêts souvent sont indépendants de ce qui est présent à leur esprit comme intérêt subjectif. Et donc, si on a des êtres qui n'ont aucune capacité à avoir à l'esprit, d'avoir subjectivement à l'esprit des choses où ils désirent, bien, néanmoins, quelque chose peut être bon ou mauvais pour ces êtres-là. Et donc, l'idée qu'on puisse avoir des devoirs moraux envers ces êtres-là peut avoir un sens. Donc là, évidemment, cet argument-là, il y a eu des réponses. À mon avis, j'essaie disons, je pourrais m'étaler longtemps sur la mise en discussion d'un argument comme celui-là. Qu'est-ce que Taylor pourrait répondre? Et disons, c'est un échantillon du type d'argument qu'on peut présenter, qu'on trouve chez les biocentristes, à l'appui de l'idée que la notion de faire un tort à un être qui n'a pas de subjectivité n'est pas une notion insensée, mais plutôt une notion qui est nécessaire pour même rendre compte des devoirs qu'on pense avoir envers des êtres qui ont une subjectivité. Une autre partie de l'argument de Paul Taylor qui vise à avancer un petit peu vers la définition de ce que ça serait l'intérêt des plantes et en quel sens on pourrait défendre l'idée que les êtres non sentients ont des intérêts. En d'autres termes, pourquoi une plante aurait des intérêts alors que, par exemple, un tas de sable n'en aurait pas? On a deux entités, on pourrait dire, non sentientes. Pourquoi, dans un cas, il y aurait un sens à dire que l'entité a des intérêts et dans l'autre cas, il y aurait pas, dans le cas du tas de sable, l'affirmation n'aurait pas de sens? Et la réponse de Taylor va consister à l'épuiser dans les théorisations, dans certaines théorisations du vivant et dans une littérature en philosophie de la biologie qui fait valoir qu'en fait, pour bien comprendre les organismes vivants, il est nécessaire de faire appel à des concepts téléologiques issus d'une longue tradition philosophique qui remonte au moins jusqu'à Aristote. Donc, une notion qui vise disons, refléter le fait que quand on observe le monde vivant, une chose qui semble difficile de ne pas admettre, c'est que les êtres vivants, une chose qui distingue de manière importante les êtres vivants des êtres non vivants, c'est que les êtres vivants ont des activités qui tendent vers des fins. Et donc, qui auraient, en un certain sens, des buts dans la nature, des buts inconscients, évidemment. Donc, l'idée, c'est pas d'attribuer de la conscience ou de la protoconscience à des êtres non sentients comme des plantes, mais de dire que pour rendre compte de ce qui se passe dans le monde vivant, on a besoin de concepts supplémentaires à ceux qu'on utilise quand on décrit scientifiquement le monde non vivant, des concepts téléologiques, des concepts qui relèvent du champ lexical de la téléologie, des buts et de concepts comme ceux-là. Et pour un peu faire voir cette idée-là, évidemment, je ne peux pas donner tous les arguments théoriques à l'appui aujourd'hui. Idée qu'on ne peut pas entièrement comprendre les vivants sans faire référence au but qu'ils poursuivent, mais j'ai un petit exemple ici. Et mon exemple, ce n'est pas celui de l'écureuil, mais plutôt celui du gland qui est tenu par l'écureuil. Donc, dans le fond, si on veut bien comprendre la fonction biologique du gland,
on a besoin d'une sorte de notion téléologique. Pourquoi? Parce que si on identifie la liste des effets possibles de ce qui peut résulter de la présence du gland, bien, le gland peut pourrir, il peut être mangé par l'écureuil et il peut devenir un arbre. Et clairement, il y a un sens en lequel devenir un arbre, c'est la fonction du gland, alors que les autres effets sont accidentels. Et là, évidemment, je ne vais pas faire des longs développements théoriques là-dessus, mais sans concept, sans notion de téléologie, sans dire quelque chose comme la fin en vue de laquelle le gland existe, il n'y a pas vraiment de manière de tracer cette distinction-là entre les divers effets que peuvent avoir le gland. On ne peut pas dire, par exemple, bien, en fait, c'est ce qui est normal au plan statistique pour le gland parce que la plupart des glands vont plutôt pourrir ou être mangés par des écureuils et c'est un nombre infime d'entre eux qui vont accomplir leur fin ou leur fonction, c'est-à-dire donner un arbre. Donc, les biocentristes comme Paul Taylor vont s'appuyer sur des concepts comme ceux-là pour dire les êtres vivants essaient en un certain sens de faire des choses, tendent à réaliser des fins et une fois qu'on admet ça, mais là, l'idée de faire un tort ou d'agir d'une manière qui est bénéfique à un être vivant non conscient, non sentient, ça devient possible de lui donner un sens parce que, dans le fond, on peut tout simplement dire que est bon pour un être vivant ce qui l'aide à réaliser ses fins et est mauvais pour un être vivant ce qui entrave la réalisation de ses fins. On peut dire tout ça sans prétendre que ces êtres vivants non sentients ont des états mentaux, c'est-à-dire sans les concevoir indirectement comme des êtres sentients, alors qu'on vient de dire qu'ils ne sont pas des êtres sentients. Principales objections à la posture biocentriste. Donc, au plan théorique, il y a quand même des ressources disponibles pour la défendre. Au plan de ses implications, par contre, c'est un peu plus, disons, il y a quelques objections qu'on peut soulever, quelques-unes ici. D'abord, la posture biocentriste, parce qu'elle est une posture individualiste, c'est-à-dire qui considère que les agents moraux ont des devoirs envers des êtres vivants individuels et non pas envers des tout écologiques. Mais il n'y a pas de devoir direct envers les espèces, les écosystèmes, etc. Et ça mène à des implications qui sont absolument pas en phase avec les motivations qu'on peut avoir de défendre une éthique environnementale, c'est-à-dire des motivations de préservation de la nature au sens de préservation des écosystèmes, des espèces, d'entités plus holistiques comme celle-là. Et là, on se retrouve avec des implications du type, d'un point de vue biocentriste, il n'est pas plus grave de tuer les 5 derniers pandas que de tuer 5 goélands. On a tué 5 êtres vivants individuels et c'est ce qui compte d'un point de vue biocentriste. Semble impliquer qu'on ne doit pas tuer les plantes appartenant à une espèce invasive parce que, dans le fond, son caractère invasif va faire en sorte peut-être qu'elle va perturber l'écosystème, etc. Mais comme ce ne sont pas les écosystèmes envers lesquels les agents moraux ont des devoirs, mais les êtres vivants individuels, il faudrait prioriser les intérêts des plantes individuelles, même si elles sont invasives. Donc, il semble y avoir une discordance entre les implications d'une éthique biocentriste et les motivations qu'on peut avoir à défendre, à développer une éthique environnementale. Et une autre objection, c'est l'objection de l'exigence trop forte qui découle d'une éthique comme celle-là. Si on se retrouve à embrasser la conclusion qu'en tant qu'agent moral, on a des devoirs envers tous les êtres vivants individuels, bien, ça veut peut-être pas dire qu'on va devoir s'empêcher de faire plein de choses qui sont importantes dans notre vie, parce que les biocentristes sont conscients de cet enjeu-là. Ils vont dire l'idéal, c'est de ne pas faire de tort aux êtres vivants, mais ensuite, il y a des permissions qu'on peut se donner en vertu de ce qui est constitutif de notre épanouissement en tant que personne, etc. Mais là où il y a une exigence néanmoins qui semble forte, c'est que on se retrouve devant la nécessité de justifier toutes ces actions-là. Donc, traverser un terrain gazonné, bien, peut-être que c'est légitime d'un point de vue biocentriste, même si je vais faire du tort à plein d'organismes vivants ce faisant, mais pour bien me justifier, pour bien légitimer cette action-là, je dois réfléchir, est-ce que dans ce cas-là, les torts que je cause à des êtres vivants, je peux ne pas les prendre en considération en vertu d'éléments qui sont importants pour mon épanouissement plutôt que de faire le tour du terrain gazonné. C'est si important pour moi de couper en diagonale et de marcher sur la pelouse. Donc, on voit le genre de questionnement, c'est qu'on se retrouve avec une prolifération de questionnements éthiques qui doivent être réglés avant de pouvoir agir et il pourrait s'en suivre une sorte de disons, paralysation de l'agentivité des agents moraux. Prendre des antibiotiques, est-ce que c'est légitime? Il y a des organismes vivants individuels unicellulaires qui vont être tués. Donc, probablement que c'est légitime, mais là, ça nous prend un argument à l'appui. Donc, ça complique beaucoup les choses
au plan du raisonnement moral si on adopte une éthique biocentriste. Troisième grande posture en éthique de l'environnement, c'est la posture écocentriste, qui, elle, en partie devant les problèmes intuitifs qui semblent soulevés par les éthiques biocentristes, vont partir un peu de la question, faut-il changer l'angle d'approche, ne plus se focaliser sur le bien des êtres vivants individuels, mais passer à un autre niveau ontologique, on pourrait dire, c'est-à-dire se centrer plutôt sur les écosystèmes, les espèces, la biosphère, se poser la question, est-ce que ces entités-là ont un bien propre en un sens qui est éthiquement pertinent? Quelque chose peut-il être bon pour un écosystème, une espèce, la biosphère, bon pour et éventuellement mauvais pour, de sorte que la notion de faire un tort à un écosystème lui-même puisse avoir un sens. Donc, les écocentristes vont affirmer vont répondre oui à ces questions-là et vont tirer de ça l'implication que les agents moraux ont des devoirs éthiques envers ces tout écologiques, donc envers les espèces, les écosystèmes, la biosphère, les communautés biotiques, des entités holistiques comme celle-là. Là, classiquement, l'auteur, disons, l'inspiration de beaucoup d'écocentristes, ça va être l'ingénieur forestier Aldo Leopold, qui est célèbre pour son almanach d'un comté des sables, principal défenseur de l'écocentrisme, reprend une conception de l'éthique. Et là, chez Aldo Leopold, c'est qu'on trouve un argument un peu indirect, c'est-à-dire qu'il va reprendre une conception darwinienne de l'éthique, essayer de situer l'éthique dans le cadre de l'évolution de l'humanité et nous dire, en fait, l'éthique, c'est quelque chose qui s'est développé chez les humains parce qu'on a besoin de ça pour vivre en harmonie avec les autres êtres avec lesquels on est en interdépendance. Et là, Aldo Leopold va nous dire, maintenant, avec l'écologie, on prend conscience du fait que cette interdépendance-là n'est pas seulement avec d'autres êtres humains, mais avec tout l'écosystème dont on fait partie. Et donc, chez Leopold, on trouve cette idée que l'éthique, c'est une manière, d'un point de vue biologique, c'est une manière de réaliser une symbiose mutualiste entre des êtres qui ont une certaine interdépendance. Aldo Leopold ne présente pas ses arguments d'une manière formalisée comme on a tendance à le faire en philosophie. La reconstruction plus théorique de ce genre de thèse-là, on la trouve chez John Baird Callicott, qui a publié là, un nombre impressionnant d'articles, dont certains sont traduits en français dans cet ouvrage-là ici, publié chez Wild Project. Donc, quelques citations d'Aldo Leopold pour donner une idée de la posture éthique écocentriste qu'il défend. Aldo Leopold, on trouve ça dans son almanach d'un comté des sables. Leopold va nous dire une éthique, écologiquement parlant, est une limite imposée à la liberté d'agir dans la lutte pour l'existence. Donc, on voit le langage darwinien. D'un point de vue philosophique, une éthique distingue entre les formes sociales et asociales de conduite. Il s'agit de deux définitions différentes d'une même chose. Cette chose a son origine dans la tendance des individus ou des groupes interdépendants à mettre au point des modes de coopération. L'écologiste les appelle symbioses. La politique et l'économie sont des symbioses avancées où la compétition primitive du chacun pour soi a été remplacée en partie par des mécanismes de coopération pourvus d'un contenu éthique. Donc, chez l'être humain, la coopération, étant donné la dimension culturelle, cognitivement développée de l'être humain, ces symbioses-là se réalisent via certains états mentaux de l'être humain. Et là, dans la reconstruction que fait Callicott de ça, un élément central de cet état mental par lequel se réalise une éthique, c'est la reconnaissance d'une valeur non instrumentale à autrui. Et dans une éthique écocentrée, l'autrui serait l'écosystème dont l'être humain fait partie. Une autre citation d'Aldo Leopold qui nous donne une idée de ce genre de posture éthique-là. Un siècle a passé depuis que Darwin nous livra les premières lueurs sur l'origine des espèces. Nous savons à présent ce qu'ignorait avant nous toute la caravane des générations, que l'homme n'est qu'un compagnon voyageur des autres espèces dans l'odyssée de l'évolution. Cette découverte aurait dû donner depuis un temps un sentiment de fraternité avec les autres créatures, un désir de vivre et laisser vivre, un émerveillement devant la grandeur et la durée de l'entreprise biotique. Donc, encore là, Callicott va interpréter ce genre d'affirmation-là dans un langage plus technique d'éthique comme l'affirmation d'une reconnaissance d'une valeur non instrumentale aux écosystèmes ou aux communautés biotiques, pour reprendre la terminologie adoptée par Aldo Leopold. Implication pour les actions humaines qu'on retrouve chez Aldo Leopold, une manière de résumer, c'est une sorte de maxime qu'Aldo Leopold donne pour résumer les implications de sa posture éthique. Une manière d'y référer, c'est parler du principe SIB, parce que vous allez voir, il y a trois éléments dont S, I et B sont les premières lettres. Une chose est juste
quand elle conserve la stabilité, l'intégrité et la beauté de la communauté biotique. Elle est mauvaise lorsqu'elle agit autrement. Et là, ici, l'objectif de ce principe-là chez Aldo Leopold, c'est de distinguer les impacts humains sur la nature qui sont mauvais de ceux qui sont acceptables. Et donc, c'est une proposition quant à comment donner un sens à l'idée de faire un tort aux écosystèmes eux-mêmes ou de faire quelque chose qui est bénéfique aux écosystèmes eux-mêmes. Donc, faire un tort à un écosystème, ce serait nuire à leur stabilité, leur intégrité, leur beauté, etc. Là, évidemment, ce langage-là est pas... chacun des termes de la formule SIB est susceptible d'être problématique. Beauté, évidemment, quelqu'un pourrait dire « ouais, mais c'est subjectif, donc on n'aura pas, un principe éthique très précis avec quelque chose comme ça ». Ça peut paraître un peu moins évident avec stabilité, intégrité, mais si on regarde la littérature en écologie, c'est des concepts qui présentent plusieurs problèmes. Donc, il y a tout un travail théorique qui est nécessaire afin de préciser cette notion-là d'un tort que les agents moraux pourraient causer aux écosystèmes. Et ce qui m'amène à certains défis théoriques importants qui sont posés par l'écocentrisme. Et là, certaines vont dire que ces défis-là, en fait, c'est des objections et peut-être des raisons qui pourraient nous mener à penser qu'on doit abandonner une éthique comme celle-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des ressources dans la littérature scientifique et de philosophie des sciences pour répondre à ces défis-là. Premier défi, défi de l'individuation des écosystèmes. Donc, une fois qu'on dit, supposons qu'on suit les écocentristes et on dit les agents moraux ont des devoirs envers les écosystèmes, mais comment on situe les frontières d'un écosystème? Est-ce qu'ils ont des frontières objectives ou est-ce que ça va être ultimement arbitraire? Et si c'est le cas, en quel sens on protège des entités qui existent réellement indépendamment de nos préférences? Donc, il y a un enjeu comme celui-là qui se pose. Et un autre, c'est l'enjeu de la caractérisation de ce qui est bien pour un écosystème. Donc, supposons qu'on réussit à identifier des frontières objectives pour un écosystème. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire être bon pour l'écosystème? Quelqu'un pourrait essayer de dire il faut simplement ne pas avoir d'effet sur eux, c'est-à-dire ne pas susciter de transformation dans leur composition en espèces. Mais un problème d'une affirmation comme celle-là, c'est que naturellement, la composition en espèces des écosystèmes vont changer. Les écosystèmes sont naturellement changeants. Donc, en quel sens les changements qui seraient issus des activités humaines seraient davantage des torts pour l'écosystème que des changements qui ne sont pas issus des activités humaines, ou encore en vertu de quels critères on peut distinguer parmi les changements qui affectent un écosystème, ceux qui comptent comme des torts et ceux qui ne comptent pas comme des torts. Et là, tout à l'heure, je donnais la référence à l'écran de l'article classique de Christopher Stone qui s'est intéressé à cette question-là davantage d'un point de vue juridique. Et peut-être ma partie préférée de l'article de Christopher Stone, c'est la note 26, où Christopher Stone tombe directement sur cet enjeu-là. Il nous dit « As the reader will discover, there are large problems involved in defining the boundaries of the natural object. » Donc ici, natural object, dans le contexte, c'est quelque chose comme des écosystèmes ou une rivière ou quelque chose comme l'écosystème de la rivière. For example, from time to time, one will wish to speak of that portion of a river that runs through a recognized jurisdiction. At other times, one may be concerned with the entire river or the hydraulic cycle or the whole of nature. One's ontological choices will have a strong influence on the shape of the legal system, and the choices involved are not easy. Donc ici, il y a quand même un mot, un terme qui évoque l'ampleur philosophique des enjeux, c'est ontological choices. Donc, il y a des réponses à propos de qu'est-ce qui constitue l'ameublement du monde écologique auquel il faut répondre pour pouvoir fonder l'idée d'un devoir envers les écosystèmes. Là, je le formule en termes éthiques, mais en termes juridiques, et là, je vais être intéressé à voir ce qu'on va pouvoir dire ensuite dans la discussion, mais j'ai l'impression que ce même type d'enjeu-là va apparaître. Principales objections à l'écocentrisme, problème de l'écofascisme. Donc, très souvent, on trouve cette objection-là qui semble, disons, émerger assez directement de la posture holiste qui est adoptée par l'écocentrisme, donc qui va prioriser le bien des tout écologiques et éventuellement au détriment des individus qui les composent. Donc là, on voit la motivation pour
le choix du terme écofasciste semble impliquer un devoir de sacrifier des individus pour le bien des tous. Par exemple, laisser les prédateurs ou les épidémies jouer leur rôle de régulation des proies. Mais là, si l'être humain est victime de ces processus écologiques-là, est-ce que ça veut dire qu'au nom du bien des écosystèmes, il va falloir accepter de sacrifier des humains? Et là, l'éthique, les propositions de l'écocentrisme vont apparaître assez indigestes si c'est ça les implications. Si on fait une différence pour les humains pour éviter ce type d'implication-là, est-ce que finalement l'écocentrisme se retrouve à être une forme d'anthropocentrisme et la prétention de rompre avec l'anthropocentrisme classique des éthiques occidentales serait finalement échouerait à se réaliser. Et une autre objection importante, c'est les problèmes ontologiques que je mentionnais sur la diapositive précédente. Donc, est-ce qu'on va pouvoir répondre à ces problèmes ontologiques-là de manière non arbitraire? Et sinon, alors quel sens on peut encore donner à l'idée d'un devoir qu'auraient les agents moraux envers des tout écologiques comme les écosystèmes, les communautés, etc. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'ai bien hâte d'entendre le commentaire d'Hugo et la discussion qui va s'en suivre. Alors, merci beaucoup, Sylvain. Merci, Antoine, pour cette super présentation. J'ai trouvé ça extrêmement bien structuré, d'une clarté pédagogique fantastique. En tout cas, pour moi qui découvre ce domaine-là, ça a été vraiment un plaisir de le découvrir à travers le prisme que tu nous offres. J'ai l'impression qu'il y a deux thèmes structurants, en fait, qui semblent surgir, en fait, surnager là, de ce que tu nous as présenté. D'abord, l'idée de la coextensivité. J'ai l'impression que d'un point de vue juridique, c'est un concept avec, premièrement, lequel on est très familier, mais deuxièmement aussi, un concept qui est extrêmement structurant pour notre réflexion. Si je prends un exemple, un parallèle, par exemple, avec un droit que j'enseigne, le droit des biens, il y a cette espèce de dichotomie fondamentale entre le sujet de droit et l'objet. En fait, donc c'est une espèce de distinction totalisante entre donc, les sujets d'une part, personnes physiques, les compagnies, l'État, etc. Et ça, c'est d'une part. Et tout le reste, c'est-à-dire ce qui n'est pas inclus dans la classe des sujets, est un objet de droit. Et donc, en droit, j'ai l'impression qu'on a tendance à structurer notre réflexion en fonction de cette coextensivité, que ce soit à l'égard de sujet-objet, mais aussi de plein d'autres distinctions. Donc ça, c'est d'une part, j'ai trouvé que ce thème-là est extrêmement riche pour nous en tant que juristes. Et l'autre aspect, je pense que ta présentation a énormément fait ressortir, c'est cette idée que l'évolution, si l'on veut, des différentes approches qui sont apparues après l'anthropocentrisme, en fait, ça repose vraiment sur la cohérence ou l'incohérence de la position qui est présentée. Et ça, d'un point de vue purement positiviste, en tout cas qui s'avère ou qui se veut essentiellement être neutre, purement rationnel, cherchant la cohérence interne de la structure juridique. J'ai l'impression que ça aussi, c'est un thème qui nous rejoint énormément et avec lequel on a beaucoup de facilité à appréhender la matière que tu nous présentes. Je dois dire que pour partir, là, disons, de cette espèce de dichotomie fondamentale entre le sujet et l'objet dont je parle. Évidemment, vous êtes probablement tous familiers avec la structure du droit telle qu'elle est enseignée depuis je ne sais pas combien, qu'elle fonctionne d'ailleurs depuis je ne sais pas combien peut-être de millénaires même, mais ça se reflète aussi évidemment en droit québécois, quand on regarde l'article 1 et suivant du CCQ, ou les articles 298 et suivants du CCQ concernant les personnes morales, donc les compagnies qui ont la personnalité juridique. On peut voir aussi à l'article 299, et ça, je pense, c'est important pour la suite de la réflexion qu'on pourra avoir ensemble, les personnes morales, donc qui sont des fictions purement juridiques, sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi. Et parfois, elles sont directement inscrites dans des dispositions statutaires. Alors, la question qui se pose a priori, c'est pourquoi les compagnies et pourquoi pas des droits à l'égard ou une personnalité juridique pour certains éléments d'un écosystème, d'une espèce, etc. Donc, on part de cette espèce de frontière a priori étanche, mais on voit
peut-être sous la pression de réflexions qui ont été menées dans ton domaine, par exemple, dans certains autres domaines aussi certainement, mais on voit que le droit, c'est peut-être aussi tout simplement une réflexion morale du législateur sur le type de société qu'on veut avoir. On voit apparaître en droit québécois depuis 2015 l'article 898.1 qui donne aux animaux un nouveau statut, un statut qui se trouverait en quelque sorte à cheval sur cette fameuse frontière dont je parlais entre les sujets et les objets de droit. Et donc, malgré cette espèce de statut intérimaire assez indéfini, assez difficile à cerner, qui s'appuie sur l'article 898.1 du CCQ, on voit que selon le texte du CCQ, les animaux restent, somme toute, c'est-à-dire à toute fin pratique, pour l'application du droit, des biens. Donc, il reste néanmoins dans la catégorie des objets, même si on a tendance, par une espèce d'énoncé de principe, peut-être aspirationnel, si l'on veut, à faire des animaux quelque chose de plus que simplement des objets. Alors, oui, effectivement, on peut avoir une approche très cynique sur cette question-là, mais quand on suit l'évolution de la jurisprudence, on se rend compte que déjà, en fait, les tribunaux se sont saisis de ce nouveau statut, si l'on veut, pour faire évoluer la façon dont, par exemple, le droit des contrats est appliqué. Je me rappelle avoir lu, et ce n'est pas frais à ma mémoire, mais je me rappelle avoir lu justement un jugement, je pense, c'est de la Cour du Québec, où le juge, en fait, aller à l'encontre du texte d'un contrat, si l'on veut. Un contrat, essentiellement, c'est une madame qui confiait pendant une certaine durée de temps, je pense de mémoire, c'est 3 mois, confiait son animal, je pense, à un chenil, donc pour la garde, essentiellement, alors qu'elle était hors du pays. Et plutôt qu'être un contrat de garde du bien, en fait, la Cour du Québec considérait essentiellement que ce contrat-là devait être lu comme étant un contrat de service. Et, somme toute, si l'on veut, l'interprétation peut-être téléologique du contrat, dans ce cas-là, reposait justement, notamment sur cette nouvelle mention qu'on voit dans le Code civil du Québec. Donc, a priori, à sa face même, on peut voir le texte de cette disposition-là comme étant vraiment purement aspirationnel, parce qu'au final, les animaux restent des biens à toute fin pratique, sauf qu'on voit déjà que le droit continue à évoluer. Donc, il y a une forme d'impulsion qui est imprimée par les initiatives législatives, telles que celles qu'on peut voir, par exemple, qui n'est pas aboutie, là, mais on a entendu beaucoup parler là, du statut juridique du fleuve Saint-Laurent. Il y a un projet de loi de l'opposition essentiellement qui a été déposé au début de l'été, si ma mémoire est bonne, pour conférer le statut juridique au fleuve Saint-Laurent. On s'entend que c'est probablement pas demain la veille, mais il y a quand même d'autres exemples qui semblent vouloir tirer le débat vers cette espèce de nouvelle appréhension des objets naturels, si l'on veut, comme étant peut-être beaucoup plus proches des sujets qu'on avait pensé par le passé. Et un exemple très proche de nous, là, c'est ce qu'on voit sur la Côte-Nord. En fait, la rivière Magpie a été présentée comme étant, si l'on veut, dotée de la personnalité juridique. Et cela étant dit, il s'agit d'une initiative qui a fait une très, très belle part à la collaboration entre les parties prenantes, les communautés autochtones, donc les Premières Nations, les communautés locales, les pouvoirs régionaux, municipaux, etc., qui vraiment ont travaillé main dans la main afin de faire aboutir cette initiative-là, à la fois dans une résolution de MRC et aussi dans une résolution d'une communauté autochtone. Et donc, j'ai l'impression que, ce genre d'initiative-là peut être présenté en droit comme en droit positif, là, comme étant peut-être
pas encore abouti, c'est-à-dire que ça peut facilement prêter flanc à des arguments d'invalidité, donc soit d'illégalité, peut-être même d'inconstitutionnalité. Quoi qu'il en soit, mon point en faisant le parallèle avec l'article 898.1 du CCQ, c'est que c'est justement ce genre d'initiative qui réussit avec le temps, avec l'accumulation, à faire avancer le débat, en tout cas certainement en droit. Donc, ça, c'est une première chose que je voulais dire. Donc, en gros, on est en train de sortir de cette coextensivité vraiment rigide qui se trouve évidemment en droit, mais sur la piste de laquelle Antoine nous a aussi lancé dans son domaine. Je voulais donc aussi rebondir sur le fait que en réfléchissant à ton exemple de l'expérience de la dernière personne là, sur Terre, est-ce que c'est bien correct de tout détruire dans le fond? Oui, effectivement, il reste, malgré les progrès là, que je mentionnais, il reste évidemment quelque chose de fondamentalement anthropocentrique, évidemment, en droit. Là. Vous avez juste à vous rappeler, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez pour vous les juristes qui nous écoutent en ce moment, là, mais quelque chose d'aussi fondamental que, par exemple, les troubles de voisinage. Là, quand vous allez lire l'article 976 du Code du civil du Québec, il est essentiellement prohibé de causer des inconvénients anormaux. Mais inconvénients anormaux à qui? À autrui, autrui étant défini comme le sujet. Évidemment, dans un cas comme ça, on pourrait facilement aboutir à la conclusion que, dans le fond, étant la dernière personne sur Terre, on ne commettra, ou en tout cas, on n'entraînera aucun inconvénient anormal. Et au final, c'est tout à fait acceptable, aux yeux du droit, de se comporter de façon écocidaire, si l'on veut. Maintenant, je pense... évidemment, ce n'est pas le bout de la réflexion, mais je pense qu'il y a une question plus générale qui se pose pour le droit, dans le sens où, au final, comme j'en jasais justement avec Nicolas Vermès, là, qui nous a présenté au début de la séance, comme juste avant la présentation, ultimement, pour le droit, en tant que mécanisme de gestion des conflits, ce qui compte, c'est les recours. Et en termes de recours, c'est certain que au final, lorsque des droits sont exprimés, pour qu'ils existent véritablement, il faut qu'ils donnent prise, si l'on veut, à des recours sur autrui. Ce qui gêne particulièrement, je pense, en matière de gestion de l'environnement, protection de l'environnement, de l'écosystème global, c'est que ces droits-là, puisqu'ils sont anthropocentrés, ultimement, ce qu'ils visent à faire, c'est à créer une sphère d'autonomie autour de la personne. Une sphère d'autonomie par, si l'on veut, une autonomie, si l'on veut, des contraintes, à l'égard des contraintes purement matérielles dans lesquelles on se trouve empêtré, si l'on veut, dans la vie de tous les jours. Alors, ça, c'est très évident quand on réfléchit en termes de droit international, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler ou vous avez peut-être en mémoire les conventions des droits de la personne. Il y en a une qui date de 1966, une de 1967. Donc, la convention, je pense, c'est sur les droits économiques, sociaux et culturels. Dans le cadre de ces conventions-là, il y a évidemment, des droits politiques, des droits sociaux, droit de vote, protection contre la torture, ça, on s'entend, ça se comprend facilement. Mais en particulier, depuis les années 2000, il y a tout un mouvement, en fait, qui vise à faire reconnaître l'extension de ces droits-là, reconnus dans ces conventions-là, à l'égard des besoins de la personne, c'est-à-dire des réclamations à l'égard de ressources. Donc, toute personne humaine, par exemple, pourrait avoir le droit à l'eau, le droit à une maison peut-être, le droit à un ensemble de ressources, ce qui fait en sorte que, compte tenu que les devoirs de ces titulaires de droits sous l'égide de ces conventions-là, les devoirs sont somme toute
assez limitée, hein, parce que ce sont des conventions internationales, ce sont surtout les États qui ont des devoirs dans ce cadre-là. Donc, compte tenu que les titulaires de droit ont des devoirs assez limités, ben, ça fait en sorte que les réclamations, ou en tout cas les titres de réclamation à l'égard de ressources, peuvent devenir absolument dévastatrices au final. En tout cas, par vue de l'esprit, on le comprend, là. Avec une population de, je ne sais pas moi, 100 milliards de personnes, ça se pourrait qu'au final, ben, il n'y a plus assez d'eau pour abreuver tout le monde. Donc, je pense qu'on retombe, si on suit cette lignée de raisonnement, on finit par retomber sur ce que, de façon dialectique, là, ce que présentait Antoine comme étant l'écofascisme. Est-ce que ça se pourrait que les limites de l'écosystème finissent par imposer aussi des limites à l'expression des droits? Donc, des grandes questions, évidemment, auxquelles j'ai aucune réponse, vous en avez peut-être, j'aimerais beaucoup ça. Mais donc, une autre réflexion peut-être pour poursuivre à l'égard des recours. Je ne suis pas certain que pour protéger l'environnement, c'est-à-dire ou un élément de l'environnement qui serait par exemple doté de droits, les droits de la nature, ce soit absolument nécessaire que ce soit l'environnement ou un des éléments constitutifs qui soit titulaire, qui dispose de recours. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Je pense que c'est beaucoup plus facile en termes de coût-bénéfice, si l'on veut, de procéder directement par des notions qu'on a déjà en droit. Par exemple, l'état fiduciaire. En anglais ou en common law, si l'on veut, on parle de public trust. Ce sont des éléments qui sont encore très, très mal définis en droit canadien, en tout cas, certainement dans mon domaine de droit de l'environnement, mais ce serait très possible d'imposer des devoirs à l'État de protéger des éléments de la nature à travers ce type de notions-là, sans passer par ce que je conçois, en tout cas de mon point de vue, comme étant l'intermédiaire de personnalités juridiques distinctes conférées à des éléments de la nature. Parce que ultimement, on peut avoir peur que l'accroissement de la complexité du droit, afin, si l'on veut, de conférer de nouveaux recours, excède, si on veut, en termes de complexité, en termes de lourdeur et de coût d'application, finissent par excéder les bénéfices qu'on peut en tirer. Déjà, tel que le droit est structuré, de façon, somme toute, assez simple, et on peut revenir sur cette affirmation-là assez simple, mais somme toute, ce serait beaucoup plus simple, parce que c'est ça que je veux dire surtout, c'est que ce serait beaucoup plus simple que si le droit était structuré en fonction des droits d'éléments de la nature. Donc, même là, malgré ce schéma, somme toute, très simple, où tout repose sur l'État, a priori, ben, on se retrouve dans une situation de crise environnementale qui a été présentée comme existentielle. Donc, est-ce que c'est vraiment maintenant le moment de complexifier le droit alors que l'écosystème est déjà en voie d'effondrement? C'est un peu ça la question, très pratico-pratique, là, si on veut. Donc voilà, il y a toutes ces réflexions-là qui me venaient en tête. En fait, je pense qu'il y a déjà des éléments de réponse qui sont fournis par le législateur parce qu'en fait, l'État est déjà en voie d'assumer en petite partie, là, il s'agit d'un bourgeon de reconnaissance de son devoir qu'on voit dans certaines dispositions législatives, mais voilà, donc depuis, par exemple, 2009, avec la loi sur l'eau, qui a un titre extrêmement long, que je ne me rappelle même plus, là, mais la loi sur l'eau, loi québécoise provinciale, là, qui visait la protection des ressources en eau, aux articles 8 et 9, je pense, il y a justement des prises potentielles qui permettraient à une personne indéfinie, en tout cas possiblement l'État, de réclamer des dommages pour
pour voilà, des préjudices qui seraient subis par des écosystèmes aquatiques, par des éléments des milieux humides, etc., etc. Donc, ça a commencé à apparaître en droit québécois en 2009. Ça s'est même, si l'on veut, confirmé en 2018, lorsque la loi sur les hydrocarbures a été adoptée. Encore une fois de mémoire, excusez-moi, mais je pense aux environs de l'article 128, 129, quelque chose comme ça. Mais dans cet article-là, en fait, il y a la possibilité pour l'État d'intenter des recours pour les valeurs de non-usage. Donc, encore une fois, on voit se poindre en droit positif québécois l'État comme étant une figure de protection de l'environnement, peut-être par l'intermédiaire d'un devoir fiduciaire encore mal défriché, si l'on veut, là, mal équarri, mais ça semble être une conception de l'État qui, en tout cas à mon sens, permettrait de court-circuiter, si l'on veut, le développement extrêmement complexe des droits de la nature pour en arriver tout de suite à la protection de l'environnement. Maintenant, qu'est-ce que c'est la valeur de mon usage? Ça, c'est évidemment une très, très grande question pour le droit. Maintenant, on a très peu de réponses. Il y a la Cour suprême qui a commencé à approcher, si l'on veut, ce terrain-là dans l'affaire Colombie-Britannique contre Canadian Forest Product qui date de 2004. Et donc, dans quelques paragraphes, là, la Cour suprême nous disait essentiellement que la Colombie-Britannique, la couronne provinciale essentiellement, aurait pu être en mesure de réclamer une valeur de non-usage. Par contre, dans ce cas-ci spécifique, ce n'était pas possible de le faire parce que la preuve n'était pas établie, mais essentiellement, encore une fois, ça aurait été possible. Ça, c'est sur le principe. Maintenant, comment établir la preuve de ça? C'est une question qui reste complètement entière. En tout cas, à mon avis. Là. Pour ceux qui veulent peut-être continuer à poursuivre ces réflexions-là, il y a un article qui date en droit québécois qui date de, je pense, 2006. À l'époque, il était avocat praticien, mais c'est désormais un juge de la Cour supérieure, le juge Hiergeau, sur justement les préjudices écologiques en droit québécois, que j'ai trouvé très, très, très intéressant et qui ramasse énormément de matière. Donc, outre ça, peut-être des éléments pour revenir sur la présentation d'Antoine. J'ai l'impression qu'au final, il y a comme une espèce, et puis là, Antoine, je te relancerai la balle là, pour répondre à ça. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de glissement entre, d'un côté, on part d'un anthropocentrisme où essentiellement, on attaque cette position-là parce que on pense tout en termes de finalité telle que réfléchie par les êtres humains. Et d'autre côté, les défenseurs et là c'est le pathocentrisme, si ma mémoire est bonne, ou le biocentrisme, excuse-moi, donc le biocentrisme, où ultimement on réfléchit en termes de la fin, ou en tout cas la téologie des êtres vivants. Donc, étant compris, si ma mémoire est bonne, là, que dans le fond, il faut les protéger en fonction de ce que nous imaginons qu'ils vont... ce à quoi ils vont servir. Donc, je me demandais s'il y avait une espèce de parallèle malaisant, si l'on veut, une espèce de tension là, entre, si l'on veut, ce qu'on considère être une conception fin versus moyen qui en est à affaiblir la position anthropocentriste, mais qui sert d'autre part à solidifier la position biocentriste. Ultimement, moi, ce qui me gêne là-dedans, j'aurais l'impression que ce qu'on conçoit comme étant la fin de la nature ou la fin de la noix dont tu parlais, c'est quelque chose qui ultimement est toujours compris soit par la science
humaines, soit par nos appréhensions personnelles, etc., que ce soit basé sur le cours bon sens ou sur de la technique. Là, tu sais. Donc, ça me gêne un petit peu parce qu'ultimement, tu sais, j'ai l'impression que ça reste toujours la même façon de voir les choses qui, inévitablement, reste anthropocentrique. On est soit prisonnier de nos outils, soit prisonnier de nos sens. Et je me demande s'il y a vraiment une façon de sortir de ça, même dans les positions les plus extrêmes, écocentriques, etc. Je ne suis pas certain qu'il y ait une façon de le faire parce que, ultimement, il y a quelque chose de fondamentalement déterministe dans cette façon de voir les choses qui est aussi un peu gênante, j'ai l'impression. OK. Ben, juste avant de répondre à ça, un point général là, sur ton commentaire. Moi, une chose dont ça me convainc, c'est l'intérêt de mettre en discussion davantage que ça a été fait jusqu'ici, les cadres conceptuels qui ont été développés en éthique de l'environnement, ceux qui ont été développés en droit, pour voir les équivalences éventuelles qu'il y aurait entre des concepts ou les non-équivalences. Et là, ça nous permet d'identifier que peut-être il y a des ressources théoriques de part et d'autre pour alimenter chacune des deux réflexions. Là. Donc, à ma connaissance, on n'a pas vu beaucoup de travail comme ça de vraiment mise en discussion des deux cadres conceptuels. Donc, ça, moi, ça me convainc là, qu'il y a un intérêt à faire ça parce que certains des concepts que tu mentionnais, ben moi, je n'ai pas vraiment une idée claire de ce que ça veut dire. Et là, je me disais, est-ce que c'est équivalent à tel concept en éthique de l'environnement ou pas? Et en tout cas, j'ai l'impression que ça permettrait de disons, stimuler les réflexions sur ces questions qui sont évidemment importantes, puis sur la manière ensuite de protéger la nature, par quels mécanismes juridiques et quels mécanismes juridiques peuvent réaliser quel genre de projets qui ont été élaborés en éthique de l'environnement. Donc, en tout cas, j'espère que c'est le point de départ de quelque chose d'autre. Sur la question de l'anthropocentrisme, je dirais, tu me diras si j'ai bien compris ton point, là, mais c'est un point qui revient quand même souvent. C'est qu'évidemment, il y a un sens en lequel, quoi que l'être humain puisse élaborer comme cadre éthique ou, je suppose, éventuellement juridique, va être anthropocentré, puisque ça va être quelque chose qui est généré par l'être humain. Et l'être humain est limité par ses propres ressources cognitives, par les propres éléments conceptuels qu'il développe. Donc là, l'implication, si j'ai bien compris, ce serait finalement, on ne peut pas dépasser l'anthropocentrisme et l'anthropocentrisme au sens où certains éthiciens et éthiciennes de l'environnement cherchent à le dépasser. Et là, j'ai l'impression que c'est important de distinguer peut-être deux notions d'anthropocentrisme. Et là, des fois, c'est un peu abstrait, puis ça peut être difficile à exprimer, mais je vais essayer de faire le détour par une sorte d'analogie. C'est l'argument du solipsisme qu'on a en philosophie. Il y a peut-être un sens en lequel je ne peux pas vraiment savoir ce que les autres pensent ou ce que les autres vivent ou me mettre à leur place de manière à envisager ce qui est bon pour elles et eux, puisque chaque fois que j'essaie de le faire, je le fais à partir de ma propre conception des choses. J'ai mes limites épistémiques, je n'ai pas accès à tout ce qui se passe dans l'esprit d'autres personnes. Mais il me semble qu'on ne va pas très loin avec un argument comme celui-là parce qu'on va se dire, oui, d'accord, ça va être imparfait, ce que je peux envisager, ce que je peux concevoir de ce qui est l'intérêt d'une autre personne. Mais même si c'est limité, j'ai quand même le devoir de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire le mieux possible et être attentif aux réactions de l'autre personne pour éventuellement corriger les suppositions que j'ai faites sur ce que l'autre personne pense, sur ce que l'autre personne souhaite. Donc là, j'ai l'impression que si on ramène ce genre de réflexion-là à la relation entre l'anthropocentrisme au sens de base selon lequel tout ce que je vais dire et faire
tout ce que l'être humain va choisir de faire va être anthropocentré. Et l'anthropocentrisme au sens du projet de l'environnement, mais j'ai l'impression qu'on pourrait dire quelque chose de semblable, c'est-à-dire que oui, l'être humain est limité par ses propres ressources cognitives, etc. Les lois qu'on va mettre en place ou les principes éthiques qu'on va mettre en place vont être des principes éthiques élaborés par l'être humain, mais je ne vois pas en quoi ça empêcherait que ces principes éthiques-là visent à être attentifs à des fins qui seraient indépendantes des fins que l'être humain se fixe. C'est-à-dire, si on accepte, par exemple, l'idée des biocentristes que les êtres vivants poursuivent des fins, ben, ce n'est pas moi qui décide ce qui est la fin de la plante, ou en tout cas, c'est ça l'idée qui est évoquée des biocentristes, puis l'idée qu'on trouve chez plusieurs philosophes de la biologie. C'est indépendamment de ce que je souhaite, de ce que je pense, que vont être vraies ou fausses mes affirmations à propos de ce qui est le télos de la plante. Là, ça prendrait quelque chose d'équivalent pour les écosystèmes. Si on veut être écocentriste, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai l'impression que le premier anthropocentrisme, qui est finalement un anthropocentrisme de base et très général, en vertu duquel même la science la plus objective possible serait anthropocentriste, c'est pas un type d'anthropocentrisme qui menace le projet de dépasser l'anthropocentrisme au sens où on l'entend en études de l'environnement. Je ne sais pas si j'ai réussi à être clair, là, mais j'ai l'impression qu'il y a deux questions ici. Il y a anthropocentrisme au sens de qui se questionne sur les normes et va appuyer des conclusions à propos de quelles doivent être les normes et quels êtres doivent être pris en compte et quel type de biens et quel type de buts visés par éventuellement d'autres êtres que les humains doivent être pris en compte lorsqu'on élabore ces normes-là. J'espère que ça a été assez précis. Oui, en tout cas, quant à moi, j'ai l'impression de t'avoir suivi complètement. Là, puis je dois dire que je comprends là, la distinction entre les deux types d'anthropocentrisme. La question que je me pose, c'est que si les anthropocentristes forcenés, on peut les appeler là, mais qui sont tout à fait assumés et qui ne pensent qu'en termes de leurs propres intérêts, si peut-être ils sont mieux informés par la science des conséquences de leur propre vision des choses, je me demande, et de leurs actes aussi, je me demande si au final, ils ne finissent pas par adopter la position du deuxième clan anthropocentré, si l'on veut. C'est la question que je me pose. Et je dois dire qu'il y avait quelque chose qui était, si l'on veut, en lisière de ce que j'ai mentionné, puis je voulais expliciter, puis j'ai comme oublié. Une de mes inquiétudes, en fait, à propos des droits de la nature, là, parce que je suis passé juste à côté quand je vous parlais de la valeur de non-usage, etc. Moi, ce dont j'ai peur, c'est quand on donne des droits à des éléments de la nature, des écosystèmes particuliers ou à la nature en général, c'est qu'on finisse par déresponsabiliser l'État. Et au final, je pense que l'État aura toujours plus de ressources pour, si l'on veut, prévenir ou en tout cas protéger l'État que la rivière Magpie n'en aurait pour se protéger elle-même, si l'on veut, à part inonder les méchants. Tu sais. Mais donc, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Et je comprends que c'est pas très pur là, au niveau de l'épistémologie de la réflexion, là, mais c'est quand même une façon de voir les choses pratico-pratiques on doit garder en tête aussi. Il y a des façons de faire le droit qui permettent la protection de l'environnement et qui n'implique pas, là, si l'on veut, une dépense énergétique en réflexion, là, si l'on veut, absolument gigantesque pour finir à aboutir à un cadre qui permettrait de donner des droits à des éléments de la nature. Et pour preuve, je vous mentionne l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. Une ancienne itération de cet article 22 qui disait quelque chose comme il est prohibé d'entreprendre des activités qui sont susceptibles d'altérer la qualité de l'environnement. À peu près ça, en gros. Et je trouve que cet article-là, qui était à charte d'application du ministère de l'Environnement,
de la couronne provinciale, si l'on veut, cet article-là, il a une portée aussi grande que, disons, la perspective qui nous était proposée par Antoine à propos de la personne qui foule le gazon et qui est en train de tuer des brins d'herbe dans le fond. Là. Parce que pour la petite histoire, en fait, initialement, aux alentours de comme 78, 1970, 1800, 1900, excusez-moi, 1870, 1978, pardon, voyons. Il y a un règlement qui a été mis en place pour appliquer cet article 22 et l'article 22 était essentiellement compris de façon tellement englobante qu'il y avait une exception dans le règlement d'application de l'article 22 qui permettait aux gens de se baigner dans les lacs. En gros, implicitement, ce que ça voulait dire, c'est qu'un baigneur, à des fins juste pour s'amuser là, pendant les vacances, c'est un vacancier qui va se baigner dans un lac au Québec, en fait, était susceptible d'altérer la qualité de l'environnement. Donc ça, c'était la portée d'un article qu'on avait en droit au Québec. Et donc, portée tellement grande qu'il fallait une exception pour aller se baigner afin de ne pas enfreindre cette prohibition-là. Alors, tout ça pour en revenir à l'idée que on n'est pas nécessairement obligé de passer par les droits de la nature. Ce qui est, encore une fois, ce qui n'est pas vain. Je suis parti de l'idée initialement, puis je pense que c'est très bien étayé aussi par Antoine, de l'idée que ça fait avancer le débat. Ce sont les initiatives législatives qu'on voit là, sont justement des avancées qui permettent, si l'on veut, d'étendre la fameuse Overton window, donc la fenêtre de débat qu'on peut avoir et qui permet de pousser le droit vers l'avant. Excuse-moi, Antoine, j'avais l'impression que tu voulais me répondre tantôt avant que je fasse ma longue parenthèse. Je peux répondre un petit quelque chose rapidement, mais en fait, là, moi, je suis devant un peu mon ignorance du droit et je ne peux pas vraiment porter de jugement là, sur ce qui serait le plus efficace comme stratégie pour accomplir certains objectifs visés en éthique de l'environnement avec le droit. Peut-être juste une petite chose que je peux mentionner en passant, c'est que dans un des articles fondateurs sur cette question-là en éthique de l'environnement, l'article de la considérabilité morale de Goodpaster, très explicitement, il va dire « Moi, je m'intéresse à la notion de considérabilité morale. J'introduis ce nouveau terme-là pour bien spécifier que ma question, elle relève du domaine de l'éthique et ce n'est pas la question juridique de ce à quoi on doit accorder des droits. » Donc, dans le fond, Goodpaster laisse la question ouverte, dit ensuite la question de par quelle mécanique juridique on peut réaliser des objectifs qui seraient cohérents avec la reconnaissance d'une considérabilité morale à certaines entités non humaines. Mais là, il y a des questions subséquentes sur le droit auquel il faut répondre. J'imagine qu'éventuellement, ça pourrait varier d'une juridiction à l'autre. Donc, c'est ça. Moi, je serais pas porté à dire que ce qu'on dit les éthiciennes et éthiciens d'environnement sur la question de la considérabilité morale des entités non humaines en découle directement. Il faut, au plan juridique, reconnaître des droits. À mon avis, la question reste quand même ouverte. Ouais. En tout cas, je suis vraiment très impressionné, Antoine, parce que après tous ces débats-là qui, en tout cas, sont assez chargés éthiquement, j'ai toujours pas réussi à deviner de quel côté tu penchais. Donc, vraiment un scientifique dans l'âme. Félicitations, tout à fait neutre. J'aimerais... Et ça, c'est plus une proposition pour ceux qui nous écoutent, qui sont là, que je vous lance. Et puis, je n'y connais pas grand-chose, mais peut-être une piste qui vaut la peine d'être suivie. En tout cas, je sais que en ce moment, les biologistes et les physiciens, oui, sont en train de tenter d'établir des ponts entre, d'une part, les lois de la thermodynamique et, d'autre part, les lois de l'évolution, donc darwiniennes, etc. D'une part, les lois de la thermodynamique veulent que, si l'on veut, dans tout système dynamique fermé, le système dans son ensemble tende vers le désordre le plus complet.
Et c'est exactement le contraire quand on suit les lois de l'évolution biologique, Darwin, etc. Le système biologique, en fait, a tendance à suivre une pente de complexité ascendante. Toute complexité, en fait, c'est une façon de storer, d'emmagasiner de l'énergie d'une façon ou d'une autre, y compris l'information. Et il y a une piste là dans la grosse question, c'est quoi le bien de l'écosystème? La question qui était posée par Antoine, comment on peut finir par déterminer qu'est-ce que c'est le bien d'un écosystème, peut-être dans le respect de ces deux ensembles de lois, si l'on veut, qui, à ma connaissance, mais vraiment là, je suis vraiment un profane, là, mais d'après ce que je comprends, depuis aux environs d'une quinzaine d'années, il commence à y avoir des publications sur comment faire le pont entre les deux. Donc, c'est ça. On s'entend qu'on est loin du droit, mais je pense que c'est des pistes qui sont très intéressantes à poursuivre pour tenter de finir par déterminer qu'est-ce que ça pourrait être le bien, à la limite, un cadre juridique qui soit véritablement protecteur de l'environnement d'une façon qui, ultimement, n'est pas anthropocentrée.